podcast. France Culture présente La guerre et la paix de Léon Tolstoï, adaptation de Georges Devy. Julien Berthaud sera Napoléon, Jean Levray le prince André, Robert Murzot le prince Vassili Kouragine, Hubert Bution le prince Murat, Lili Sioux, la princesse Trovetskoï, Sylvie Artel, Anna Pavlovna, Roger Brett, Nicolas Rostov, Serge Nadeau, le général Bagration, Marcel Lestan, le colonel Lemarois, Jean Reville, le capitaine Nikolski, et Jean Péméja, le capitaine Touchine, Jacques Provin, Marc Lambert, Daniel Gall et Jean Bollery, les officiers. Les soldats des troupes françaises et russes seront interprétés par Robert Maxime Aubry, Nicolas Amato, Lucien Frégis, Serge Rousseau, Vicky Messica, Jean Daguerre, Yves Pénaud, Clément Béram, Henri Poirier, Georges Carmier, Pierre Decazes, Jean-Pierre Lituac et Robert Maufra. Les scènes que nous vous présentons aujourd'hui ont pour cadre les positions russes et françaises devant Schöngraben en Autriche et la demeure des Rostov à Moscou. « 16 novembre 1805, au quartier général de l'empereur Napoléon, à Schönbrunn. C'est inouï, colonel, c'est invraisemblable. Ah non, je ne m'attendais pas à une telle bêtise de la part de Murat. Effectivement, Votre Majesté, le prince Murat a commis une erreur. Il n'aurait pas dû conclure avec les Russes un armistice de 3 jours. Mais à sa décharge, il faut dire... Quoi ? Il avait 7 fois plus d'hommes que le général Bagration. Non, il est impardonnable. Certes, Votre Majesté, il l'est. Mais quand il a vu surgir inopinément le général Bagration, il a pensé qu'il avait affaire à toute l'armée russe. Alors il a cru bon, en attendant l'arrivée de nos troupes de Vienne, de conclure un armistice. Surtout, sire, que cet armistice stipulait que les Russes resteraient sur leur position. Et se donner à payer ça pour argent comptant. En réalité, cet armistice a permis au gros de l'armée russe de gagner impunément la route de Krems. Oui, sire, mais... Mais quoi ? Murat est tombé dans le panneau, voilà tout. Et ce qui est le plus navrant, c'est qu'en tombant dans le panneau, il pense qu'il a roulé Kutuzov. Et maintenant, c'est à nous de rattraper ce vieux renard et de lui tendre le cou. Écrivez. Prince, il est impossible de trouver des termes pour vous exprimer mon mécontentement. Changez de plume, colonel. Vous y êtes ? Oui, sire, je vous écoute. Vous ne commandiez que mon avant-garde. Et vous n'aviez pas le droit de conclure d'armistice sans mon ordre. Vous me faites perdre le fruit de toute une campagne. Rompez l'armistice sur le champ et marchez sur l'ennemi. C'est écrit ? Bon, je vais signer. Faites porter immédiatement ce message à Murat. Bien sûr. Voilà le Marois. Il vient nous annoncer sans doute l'arrivée des renforts de Vienne. Assez flâné, il va falloir se remettre à la besogne. Nous, les jeunes officiers, mon général, nous ne demandons qu'à nous couvrir de gloire sur le champ de bataille. Avez-vous déjà pris part à un engagement, lieutenant? Pas précisément, mon général. Mais je brûle d'envie d'essuyer le feu de l'ennemi et de mourir pour mon empereur. Nous en reparlerons plus tard, mon petit gars, après la bataille. Il a envie d'être capitaine. Je vais vous expliquer ce que c'est.
J'ai l'honneur de vous saluer, prince. Bonjour, capitaine, bonjour. Vous venez m'annoncer sans doute l'arrivée des troupes de Vienne. Non, prince, je vous apporte une lettre de l'empereur. Donnez-la moi vite, ne me faites pas languir. L'empereur me félicite, je suppose. Je ne le pense pas, prince. Lisez plutôt. Bon. Non. Mais nom de... Bougre! Est-ce possible que j'ai été joué par ce lourdeau de Kutuzov? Je le crois. Messieurs les officiers de liaison, faites savoir au commandant de régiment que nous passons immédiatement à l'attaque. Qu'on avance les canons et les mortiers. Feu sur le centre de l'ennemi. Que les hussards enveloppent son flanc gauche, les dragons le flanc droit. Les fantassins entreront en action dès que l'artillerie aura ouvert la première brèche. Exécution! Vassili, les bottes. Moi, je vous dis que si on pouvait savoir ce qu'il y aura après la mort, on ne la craindrait pas. Qu'on la craigne ou non, capitaine, de toute façon, on ne peut pas y échapper. Naturellement, mais la question n'est pas là. Le capitaine Touchine a raison, ce n'est pas de la mort qu'on a peur, c'est de l'inconnu. On a beau dire que l'homme s'en va au ciel. On sait qu'il n'y a pas de ciel, mais seulement l'atmosphère. Alors... Ah, c'est philosophé. Offrez-nous plutôt un verre de votre eau de vie aux herbes, capitaine. Elle est excellente. Volontiers. Alors, Vassili, voilà. N'empêche qu'il faut essayer de comprendre. Je peux en avoir un peu, capitaine? Allons, bon. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça recommence. Ils peuvent pas se tenir tranquilles. On était pourtant bien ici. Les Français ne tiennent peut-être pas plus que nous à se battre, mais la guerre, c'est la guerre. Messieurs, vite à vos postes. La bataille est engagée, le général Murat nous attaque de tous côtés. Vassili, passe-moi mes poteries tout de suite, capitaine. Vite, allons, c'est ça. Ne vaut rien. Faites reculer les grenadiers jusqu'à la colline et laissez venir les Français. Vous ici, prince Volkonsky? Oui, mon général. J'ai obtenu le consentement du commandant en chef Kutuzov de vous rejoindre et de me mettre sous vos ordres. Si vous voulez bien de moi, bien entendu. Ça n'a pas été sans mal, hein? En vérité, si je vous considérais comme un de ces freluquets d'état-major qui n'apparaissent sur les champs de bataille que pour obtenir une médaille, je vous aurais immédiatement renvoyé. Mais je vous considère comme un homme courageux. Écoutez, prince, nous sommes à peu près encerclés. Je vais essayer de dégager les chasseurs de Podolsk. Vous n'êtes pas obligé de me suivre, vous savez. Il y a à peine 10 chances sur 100 que nous parvenions jusqu'à eux. Le ravin est littéralement balayé par la mitraille. Alors réfléchissez. Je ne tiens pas particulièrement à la vie, mon général. Par conséquent, je vous suis. Alors, c'est bien. Mais, mon général, c'est ridicule de vouloir faire marcher les hommes au pas de parade sur un terrain arrosé par la mitraille. Pourquoi? Au contraire, ça les empêche de penser aux balles. Hardi, les gars! On fait de son mieux, votre excellence! Pour l'empereur! Pour la Russie! En avant, les gars! En avant! Cornette, qui commande ce qui reste du régiment de Pavlograd? Le capitaine Nikolski, votre excellence. Appelez-le.
Capitaine Nikolski! Capitaine Nikolski! Son Excellence, le général Bagration vous demande! Me voilà, Votre Excellence. Je me suis permis de prendre le commandement. Et le colonel Mirzov? Tué par un boulet, avec son cheval, Votre Excellence. Ah, quel cavalier c'était. Enfin, paix à son âme. Les éclaireurs viennent de me signaler que les Français s'étaient mis à gravir la pente. D'ailleurs, on les voit à l'œil nu. Regardez, Votre Excellence. Ce vieil officier aux épaulettes rouges qui s'accroche au buisson. C'est le moment de les charger. Non, non, pas encore. Prince Volkonsky, ayez la bonté d'ordonner au commandant du régiment d'Azov qui se trouve au pied de la colline d'ouvrir le feu sans plus tarder. Bien, moi. Non! Non, inutile de vous déranger, prince. Ce brave Petrov, soit dit en passant le roi des ivrognes, a deviné ma pensée. Vous le voyez, mon cher, tout se déroule comme je l'avais prévu. Vous sortez sain et sauf de cette mêlée, vous pourrez peut-être glisser dans l'oreille du vieux que rien n'a été laissé au hasard, et que... Maintenant, il faudrait que le commandant du régiment d'Azov arrête le feu pour que notre cavalerie puisse passer à l'attaque et anéantir les vaillants dragons français. Ça y est, il a deviné aussi ce que je voulais. Décidément, capitaine Nikolski, à votre tour. Chargez! On n'en fera qu'une bouchée, Votre Excellence. Vous inquiétez pas. Frappez dur! Et surtout, ne vous encombrez pas de prisonniers! Il faut que vous me dégagiez toute l'aile droite! On la dégagera! Soyez sans crainte! Je pense que tout cela est complètement inutile, prince. Nous ne parviendrons pas à échapper aux Français et à rejoindre le gros de nos troupes. Ils sont déjà sur la route de Krems. Oh, n'y pensons pas. Mais allez donc voir, prince, ce qui est devenu la batterie du capitaine Touchine. On ne l'entend plus. Nous sommes perdus! Mais non! Si on arrive jusqu'à la forêt, on sera à l'abri! Et on tirera la langue aux Français! Le général Bagration s'est rendu! Et vous autres, vous continuez à faire les andouilles! Mais lâchez tout! Sauvez-vous! C'est bien fait! Ça vous apprendra à crâner! Ne l'écoutez pas, les gars! Bagration ne s'est pas rendu! Artilleurs! À vos pieds! Attention! Première pièce! Feu! C'est touché! Ça fume! Et maintenant ça flambe! Artilleurs! Nous avons réussi à incendier Schöngraben, il me semble! Mais à quel prix, votre noblesse? Le lieutenant Ivanov, tué, 3 conducteurs déchiquetés et 17 servants gravement blessés. Bien travaillé, Demianov! Quelle fumée! Ah, ils se carapatent, les Français! Mais d'autres arrivent! On ferait mieux de plier bagages, votre noblesse! On ne grogne pas, sergent! On a tout le temps de plier bagages! Hé, toi! Capitaine, ajuste ton tir! Seconde pièce! Allons-y! Feu!
Le plus gros canon de la batterie a perdu sa gueule, votre noblesse. Bon pour la casse. Faudra plier bagages, je vous dis. Tais-toi, Demianov. Tu m'embêtes à la fin. On a encore quelques pièces, non? Allez! Tous à la fois! Artilleurs! Feu! Sur le bec, les Français! Merci, les gars! Vous êtes fous! On vous a donné par 2 fois l'ordre de vous replier et vous restez là comme un imbécile à envoyer des boulets n'importe où! Mais je n'ai vu personne, mon colonel! Que Dieu me soit témoin, pas un chat! Seulement des fuyards! Alors, je continue! Je continue à tirer sur l'ennemi! Raté, messieurs les Français! Attendez, je vais vous en envoyer un, moi! Je vais vous... Vous allez immédiatement vous replier, capitaine Touchine, avec vos hommes et vos canons. Et moi, je vous ferai passer devant la cour martiale. Si, faute de vous replier à temps, vous laissez à l'ennemi une seule pièce. Mais pourquoi vous en prendre à moi, mon colonel? Le général Bagration m'a dit, retenez les Français sur leur position à n'importe quel prix. Alors, je les retiens. Cela suffit. Je vous donne l'ordre de vous replier, capitaine Touchine. Obéissez. C'est bon. À vos ordres, mon colonel. Nom de Dieu, les Français sont là, à 2 pas. Regarde comme il étale, le colonel. Oui, une grande gueule, mais pas de tripes. Alors on plie bagage, votre noblesse. Oui, oui, Demianov, cette fois, on s'en va. Amène les chevaux. Oui. Oh là, vous autres! Oui, capitaine. Montez les pièces sur les avant-trains. Allez, les gars. Et pressez-vous! On va quand même pas se charger de ce canon démoli de cette obligeon en miettes, votre noblesse. Je ne sais pas. En miettes ou pas, ça ferait toujours 2 pièces de moins qu'on laisserait à l'ennemi. 2 pièces. Vous plaisantez, votre noblesse, c'est de la firaille. Bon, on les laisse alors. Mais dis aux gars de se dépêcher, Demianov, je t'en prie. Ça y est, votre noblesse. Tout est prêt. Dieu soit loué. On échappera quand même à l'ennemi. En route, mes petits gars! En route! Poussez, mon vieux! Encore! Demianov, fouette tes chevaux, mais fouette-les donc! Pense à ma tête! Si les Français s'emparent d'une seule pièce, c'est la cour martiale pour moi! Le colonel l'a dit! Mes petits gars! On est bientôt arrivés! On fera du feu, on mangera un morceau! Et on se reposera! Pas de refus, votre noblesse. Capitaine, pour l'amour de Dieu! Capitaine! Je ne peux plus marcher! Pour l'amour de Dieu, laissez-moi monter sur l'avant-train du canon! Laissez monter cet aspirant, les gars! Hop! Étant une capote, Demianov. Oui, votre noblesse. Mais où est le lieutenant Balchin? Il est trépassé en route, votre noblesse, alors on l'a déposé dans le ravin. Il était déjà tout froid. Ah, bon. Bon, puisqu'il est trépassé... Montez, monsieur l'aspirant! Montez! As-tu étendu ta capote, Demianov? Pour sûr, vous ne voyez pas, votre noblesse. Je vois.
Ne te fâche pas, Demianov. non. Mais non, comment veux-tu que je voie, vieil imbécile? Il fait noir. Tiens, allume ta mèche. C'est bon, ça y est. Maintenant je vois. Installez-vous, monsieur l'aspirant. Installez-le là. Doucement, doucement. Là. Dites donc. Vous êtes bien pâle. Blessé? Oh, je ne sais pas, mon bras me fait terriblement souffrir. J'ai du mal à respirer. Voilà. On prend nos jeunes gens et on les mutile. Pourquoi? Vas-y comprendre quelque chose. C'est peut-être pour décourager les femmes de mettre les enfants au monde. Que c'est bête tout ça, les drapeaux, les canons, les généraux et le reste. Halte! Mes petits gars! Nous voilà arrivés au village! Je vous remercie, messieurs. Fantassins, cavaliers, artilleurs, tous se sont conduits héroïquement. Mais comment se fait-il que 2 pièces aient été abandonnées? Ne vous avais-je pas dit, colonel? Parfaitement, mon général. Mais une pièce a été démolie. Quant à l'autre, je n'y comprends rien. J'ai personnellement donné l'ordre au capitaine Touchine de se replier et de bien prendre soin de retirer ses canons. Il est vrai que ça chauffait dans ce secteur. Bon, 2 pièces, ça n'est rien. Nous en avons abandonné d'autres aux Français. Non, la question n'est pas là. Prince Volkonsky, êtes-vous allé jusqu'à la batterie du capitaine Touchine? Oui, mon général, au moment où le capitaine Touchine se repliait. Faites-le venir. Capitaine Touchine! Capitaine Touchine, le général vous demande! Venez un peu par ici, capitaine. J'ai l'honneur de vous saluer, Votre Excellence. Pourquoi avez-vous laissé à l'ennemi une pièce d'artillerie, capitaine? 2 pièces, Votre Excellence. Un canon et un obusier. Alors, ne riez pas, messieurs, ne riez pas, l'affaire est grave. Ainsi, capitaine, vous avez laissé aux Français 2 pièces d'artillerie. D'un cœur léger, sans doute, hein? Oh non, Votre Excellence, d'un cœur bien lourd. Mais on ne pouvait pas faire autrement. Et puis ces pièces étaient cassées, inutilisables. Non, ce n'est pas à vous de juger s'ils étaient utilisables ou pas. Ouais. Votre devoir était de les ramener en arrière. Cessez, mon général, je vous en prie. Quoi? Cessez de torturer le capitaine Touchine. Je ne torture pas, comme vous dites, le capitaine Touchine. Je l'interroge, prince. D'ailleurs, qu'est-ce qui vous prend? Une telle familiarité? Je dirais même telle impertinence que je ne tolérerai pas. Mon intervention est peut-être en effet un peu vive, mais justifiée, croyez-moi. Réfléchissez, mon général. Réfléchissez 1 minute seulement. Je ne le tolérerai pas. Ah non, prince. Vous avez beau être le favori du vieux, du commandant en chef. Vous m'avez demandé, mon général, de jeter un coup d'œil sur la batterie du capitaine Touchine. J'y suis allé, et j'ai constaté que les 2 tiers des hommes et des chevaux étaient tués, que 2 pièces d'artillerie étaient démolies, et qu'il n'y avait aucune couverture. Le capitaine Touchine aurait pu me demander 1 ou 2 détachements pour couvrir sa retraite. À qui? Vous plaisantez, mon général. Tous les officiers supérieurs avaient depuis longtemps pris leurs jambes à leur cou. Et si vous me permettez de donner mon avis, c'est surtout à la résistance héroïque du capitaine Touchine et à l'action efficace de sa batterie que nous avons pu, au dernier moment, rétablir la situation. C'est bon. Je n'ai pas envie de vous chercher une mauvaise querelle, prince. Je ne conteste pas votre jugement. Je le trouve seulement un peu péremptoire. Surtout quand je regarde le capitaine Touchine. Ce petit homme malingre qui jette autour de lui des regards suppliants, vous comprenez? Bon, après tout, peut-être que Jeanne d'Arc ne payait pas de mine, elle non plus, hein? Capitaine Touchine, je vous félicite de votre ténacité, de votre sang-froid, de votre mépris de la mort, etc., 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 etc. Vous pouvez vous retirer. J'ai l'honneur de saluer Votre Excellence.
Si vous permettez, mon général, je n'assisterai pas au conseil. J'ai une affaire urgente à régler. Faites, prince, faites. Capitaine Touchine! Capitaine Touchine! Qui m'appelle? Ah, c'est vous, prince. Merci. 1000 fois merci. Vous m'avez tiré d'affaire. Je me voyais déjà traduit devant la cour martiale. Cassé, envoyé aux galères, que sais-je. Il ne faut pas me remercier, capitaine. Je n'ai rien fait. J'ai dit seulement la vérité. Non, non, si je vous ai rejoint, ce n'est pas pour cueillir vos remerciements, c'est pour vous demander d'excuser la conduite inqualifiable du général Bagratian. Et vous assurer de mon estime. Et de celle de l'armée tout entière. Que dites-vous là, prince? Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Nous sommes comme ça des milliers. C'est ce qui rend notre pays invincible. J'oubliais. J'ai ramassé en route un aspirant blessé, un certain Mostov. Je l'ai installé comme j'ai pu sur l'avant-train d'un canon. Il souffre beaucoup. Il m'a dit que si je vous trouvais, je vous demande de venir le voir. Évidemment, ce n'est qu'un aspirant, mais j'ai pensé... Mostov, dites-vous, je ne connais pas. Ce n'est pas Rostov, par hasard. Le jeune comte Nicolas Rostov. Oui, c'est cela, prince. Maintenant, cela me revient à l'esprit. Oui, j'ai vu son livret. C'est écrit « Aspirant comte Nicolas Rostov ». Oh, mon Dieu. Nicolas blessé, que dira sa mère? Conduisez-moi vers lui, capitaine, vite. Il faut absolument le secourir, vous comprenez? Il doit bien y avoir un médecin à l'état-major. Venez, prince. Il est sur l'avant-train d'un canon, comme je vous le disais. Quelle histoire. Un aspirant, que voulez-vous? Je ne pouvais pas deviner que ce jeune homme vous intéresserait et qu'il fallait appeler auprès de lui un médecin. Autrement, je me serais précipité. Regardez ces équipages. On dirait que tout Moscou s'est donné rendez-vous aujourd'hui chez les Rostov. Qu'y a-t-il là d'étonnant? C'est la fête de la comtesse. Elle s'appelle Nathalie comme sa fille. C'est vrai. Mais vous ne trouvez pas que les Rostov vivent au-dessus de leurs moyens? Vous savez, Anna Pavlovna, il paraît qu'ils s'endettent de plus en plus. Vous ont-ils emprunté de l'argent, princesse? Ah, moi non. D'ailleurs, il me serait impossible de prêter à quiconque la moindre somme. Depuis que mon pauvre mari, le prince Troubetskoï, est mort... Alors, si les Rostov ne vous doivent pas d'argent, ne vous occupez pas de leurs affaires. Vous êtes bien brutal. Et vous? Vous êtes une bien mauvaise langue, ma chère. Le comte Rostov, comme président de la noblesse de Moscou, ne peut pas mener un autre train de vie que celui qu'il mène. Ah! Voici le prince Vassili Kouragin. Je vous laisse. Je suis persuadée que vous avez quelques mots à dire au prince et que vous ne tenez pas à ce que je les entende. Bonne chance. Charmé de vous rencontrer, princesse. Mais que faites-vous seule sur ce perron? Je vous attends, précisément. J'ai une faveur à vous demander. Oh, pas pour moi. Pour mon fils, Boris. Et ceci après m'avoir infligé un affront cuisant. Après vous être indûment emparé de la lettre que feu le comte Bezoukov avait écrite à l'empereur. Oh, vous êtes odieuse. Pas plus que vous, prince. Et même moi. Vous et la princesse Katia. Vous vouliez détruire cette lettre et ainsi rendre le testament de feu le comte Bezoukov sans valeur. J'ai cru de mon devoir de vous empêcher d'accomplir un acte vraiment indigne de vous. Voilà, c'est tout. Vous avez cru de votre devoir. Voyez-vous cela? Vous osez parler de devoir. Parfaitement. Ville intrigante.
C'est grâce à vous que Pierre, qui n'était qu'un fils naturel du comte Bezoukov, a hérité toute son immense fortune. Et c'est à cause de vous que ma femme, la princesse Kouragine, n'a rien eu. Et vous avez encore l'audace de me demander un service. Pas pour moi, je vous le répète, mais pour Boris, mon fils. Je n'en ferai rien, n'insistez pas. Écoutez, Vassili, nous sommes de vieux amis. Cependant, je ne vous ai jamais rien demandé. Comment ? Vous ne m'avez jamais rien demandé. Et qui m'a supplié de faire muter Boris dans un régiment de la garde impériale ? Et qui, lorsque la guerre a éclaté, m'a harcelé pour que Boris soit rattaché à l'état-major ? Qui ? C'est juste, prince. Vous vous êtes montré compréhensif, généreux même envers mon fils. Soyez le don jusqu'au bout. Vous connaissez bien Koutouzov. Recommandez-lui Boris. Qu'il en fasse son aide de camp. Ainsi, je serai tout à fait tranquille. Et je vous considérerai comme notre bienfaiteur. Sinon, je n'hésiterai pas à dire à tous ceux qui voudront m'entendre comment, en essayant de détruire la lettre de feu le comte Bezoukov, vous avez failli dépouiller ce pauvre Pierre de son héritage. Chère Anna Mikhailovna, il m'est difficile, très difficile de faire ce que vous désirez. Mais pour vous prouver l'affection que je vous porte, et combien je révère la mémoire de feu votre mari, le prince Troubetskoy, je ferai l'impossible pour que votre fils soit attaché à l'état-major du commandant en chef, en qualité d'aide de camp. Voilà. Je n'en attendais pas moins de vous, prince. Et je vous dis, vous êtes notre bienfaiteur. Et maintenant, Vassili, donnez-moi le bras et mon temps. Nous présenterons ensemble nos félicitations à la comtesse Rostov, qui, entre nous, n'est pas tellement heureuse avec son mari. Un joueur, un noceur... Une minute, Anna Mikhailovna. Je vous sais gré de reconnaître mes qualités de cœur, mais j'aurais aimé que vous me prouviez votre sympathie d'une façon, comment dirais-je, plus palpable. Donnant, donnant, alors. En vérité, vous ne sauriez être tout à fait désintéressé, c'est bien évident. Mais je suis bonne joueuse. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse pour vous, et je le ferai. Eh bien, que vous m'aidiez à marier ma fille Hélène à Pierre Bezoukov. Et lorsqu'avec votre concours ce mariage se fera, je vous appellerai à mon tour ma bienfaitrice. Maintenant, allons présenter nos compliments à la comtesse Rostov, mais séparément. Cela vaut mieux, croyez-moi, si on nous voyait ensemble, on nous prendrait pour des complices de je ne sais quelle basse machination. France Culture vient de vous présenter La guerre et la paix de Léon Tolstoï, adaptation de Georges Govy. Julien Berthaud était Napoléon, Jean Levray, le prince André, Robert Murzot, le prince Vassili Kouragine, Hubert Bution, le prince Murat, Lili Sioux, la princesse Troubetskoy, Sylvie Artel, Anna Pavlovna, Roger Brett, Nicolas Rastov, Serge Nadeau, le général Bagration, Marcel Lestan, le colonel Lemarois, Jean Reville, le capitaine Nikolski, Jean Péméja, le capitaine Touchine, Jacques Provin, Marc Lambert, Daniel Gall et Jean Bollery, les officiers, avec Robert Maxime Aubry, Nicolas Amato, Lucien Frégis, Serge Rousseau, Vicky Messica, Jean Daguerre, Yves Pénaud, Clément Béram, Henri Poirier, Georges Carmier, Pierre Decazes et Jean-Pierre Lituac. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Yann Parentoen. Bruitage, Robert Monfrat. Réalisation, René Jantet. Assistante de production, Odile de Pontoile.
Les chœurs russes ont été retrouvés, harmonisés et interprétés par Paul Voloshin. Musique originale d'Ivan Semenov.